Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h34, 0826 300 300, la situation au Proche-Orient. Vous avez votre avis sur la question, vous n'hésitez pas à vous appeler. Thomas Guénolé est englué dans les embouteillages à Paris, qui sont terribles, il pleut. Oui, vous savez comment ça se passe. On ne peut plus rouler. Arnaud Benedetti, lui, est bien avec nous, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions d'Icerf. Bonjour. Bonjour à vous. Arnaud Benedetti. Arnaud Benedetti, Emmanuel Macron joue gros en Israël, il joue gros sur le plan intérieur, mais il joue une partie importante aussi pour les otages qui ont été kidnappés, les Français notamment qui ont été kidnappés, et aussi dans l'optique un jour peut-être d'une solution à deux États. Nous verrons bien, c'est d'ailleurs toujours la politique française. C'est une constante. La France a toujours défendu la solution à deux États, Arnaud Benedetti. Oui, depuis 50 ans, clairement. Il rappelle une position qui est une position constante, comme vous le dites, de la diplomatie française. Alors, on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir tardé à se rendre en Israël. Moi, j'ai le sentiment qu'il a été d'abord particulièrement préoccupé par les conséquences de ce conflit terrible en France. Et d'ailleurs, quand on écoutait son intervention aux 20h, il y a maintenant une dizaine de jours, on voyait que ce qui l'inquiétait, au-delà bien évidemment de la situation en Israël, c'était aussi les répercussions sur notre territoire, les tensions communautaires qui peuvent exister. Il faut quand même rappeler qu'on a la première communauté juive d'Europe, 600 000 compatriotes juifs et première communauté musulmane. Donc ça, je crois que c'est ce qui a vraisemblablement expliqué, disons, cette position d'attente qui était la sienne. Ceci dit, là, il rappelle encore une fois, j'allais dire, des points de doctrine qui sont des points de doctrine particulièrement connus en ce qui concerne la France. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est que, on le dit, moi ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que c'est passé un peu sous le scope. C'est que quand même, c'est la première attaque terroriste, et l'attaque terroriste qui touche des Français la plus meurtrière depuis Nice 2016. 30 de nos compatriotes sont morts en Israël, et il est naturel, bien évidemment, qu'ils se manifestent, il est naturel qu'ils se soucient du sort de nos otages. Après, la vraie question, c'est de savoir quelle est la force de la parole de la France encore aujourd'hui dans ce conflit. Quelle est la force d'ailleurs de la parole de la France sur la scène internationale? Et ce qui est quand même assez frappant, c'est que depuis le 7 octobre, malgré des propos, malgré des prises de position, on a le sentiment d'être un peu en deçà de ce qu'était finalement la parole de la France depuis de nombreuses années sur ce sujet. La parole de la France, mais pardon Arnaud Benedetti, d'abord le monde a changé. Tout à fait. De Gaulle, tout le monde dit De Gaulle c'était différent. Oui, enfin bon, le monde était différent aussi. Complètement. Depuis, il y a eu la montée, la poussée de l'islamisme, il y a eu Daesh, il y a eu État islamique, il y a eu le 11 septembre, il y a eu une guerre conduite à tort par les Américains en Irak. Et où la France a fait entendre sa voix. Où la France a fait entendre sa voix, c'est vrai. Il y a eu la guerre en Afghanistan. Enfin bon, le monde a changé. Et aujourd'hui, il y a une réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a un pouvoir en Israël qui est un pouvoir qui ne voulait pas d'une solution à deux États. Le pouvoir israélien, Netanyahou, ne veut pas d'une solution à deux États, Arnaud Benedetti. C'est pas ce qu'il dit officiellement. C'est pas ce qu'il dit officiellement. On peut considérer que sa politique, en tout cas, ne crée pas les conditions pour qu'il y ait aujourd'hui une solution de ce type qui émerge. Mais on sait très bien que la condition, de toute façon, de la sécurité d'Israël passera par inévitablement une solution à deux États. Moi, j'écoutais Jean-Louis Bourlange à l'Assemblée nationale hier et qui a fait un discours qui est tout à fait équilibré, qui est tout
tout à fait remarquable et qui s'inscrit vraiment dans la grande tradition française d'équilibre et d'équidistance, où il disait finalement les pères fondateurs d'Israël avaient le sentiment de leur vulnérabilité, y compris ceux qui avaient parfois été les plus durs dans leur position vis-à-vis des Palestiniens. Et quand on voit finalement l'évolution qui avait été celle de Rabin, de l'évolution qui avait été celle de quelqu'un qui était plutôt un dur, Monsieur Begin, ou même d'Ariel Sharon, c'était de considérer qu'à un moment donné, on n'avait pas d'autre choix que de discuter avec les Palestiniens pour parvenir à une sécurisation de l'État d'Israël, et que c'est vrai, le sentiment qu'on a depuis l'expérience Netanyahou, c'est que on est rentré dans une autre dimension qui est une dimension qui est moins consciente de la vulnérabilité de l'État d'Israël. Et la vulnérabilité, elle a été démontrée sur le terrain, malheureusement, le 7 octobre, d'un point de vue pratique. Vous avez raison, la vulnérabilité d'Israël a été démontrée malheureusement. Et c'est vrai, peut-être que les dirigeants n'ont plus ce sentiment de la vulnérabilité. Alors il y avait quelque chose. Oui, pardon. Allez-y, non, mais il y avait quelque chose qui avait disparu en plus, si vous voulez. Dans l'agenda international, force est de constater que la question palestinienne, qui a scandé l'agenda international durant les années 70, 80, 90, avait comme, d'une certaine manière, disparu des préoccupations des grands dirigeants. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, et du monde arabe aussi, d'ailleurs. Et du monde arabe aussi. Et en fait, quand on essaye d'analyser l'atroce action, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, du Hamas, et le résultat politique, je dis le résultat politique de cette action, c'est d'avoir remis la question palestinienne au centre de l'échiquier, au centre des préoccupations, et d'avoir ressoudé d'une certaine manière ce qu'on appelle la rue arabe dans une sorte de mouvement de solidarité vis-à-vis des Palestiniens. Donc, de ce point de vue-là, il faut forcer de constater qu'ils ont d'une certaine manière atteint leur objectif dans des conditions qui sont des conditions absolument épouvantables et qui ne peuvent être que condamnées. Est-ce que vous pensez que le gouvernement israélien actuel, il y aura des commissions d'enquête, il y aura évidemment des remous politiques en Israël dans quelques semaines, dans quelques mois. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel souhaite une solution à deux États ? Tout va dépendre de la pression de l'opinion publique israélienne. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que, ce qui se passe d'ailleurs de manière récurrente en Israël, c'est que dès qu'Israël est attaqué, il y a d'abord dans un premier moment un réflexe d'union sacrée qui se fait. Parce que je note que même les opposants aujourd'hui à Monsieur Netanyahou, quelqu'un comme Benny Gantz par exemple, rentrent au gouvernement pour justement défendre Israël. Mais inévitablement, les conséquences de ce qui s'est passé seront examinées. Pourquoi ? Parce que il y a une réalité qui est une réalité institutionnelle, qui est une réalité politique, c'est qu'Israël est une démocratie. Israël est une démocratie, c'est ce qui fait sa force dans un océan géopolitique régional où les démocraties sont inexistantes. Donc il y aura à un moment donné pour M. Netanyahou des comptes à rendre non seulement sur la façon dont il a assuré la sécurité sur un plan pratique des Israéliens, mais aussi des comptes à rendre sur la politique qu'il a menée depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'inévitablement ce débat va démarrer en Israël. Oui, il aura lieu, évidemment. Nous allons prendre dans un instant, on va faire une petite pause, nous allons prendre Julien, qui est aide-soignant, qui est dans l'Essonne, et qui voudrait s'exprimer sur la question. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Je sais que la situation au Proche-Orient suscite de très nombreuses réactions. Nous n'allons pas parler que de ça tous les jours, évidemment, mais aujourd'hui, c'est l'actualité majeure. Il fut un temps où l'actualité majeure, c'était la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, c'est la situation au Proche-Orient, les situations internationales. La géopolitique prend toute son importance, évidemment. Arnaud Benedetti est avec nous, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du Cerf. Nous parlions, vous disiez, et ça, je trouve ça très intéressant, Arnaud Benedetti,
Benedetti, vous disiez que les dirigeants israéliens n'ont peut-être plus aujourd'hui le sentiment de la vulnérabilité d'Israël. Ce qui veut dire qu'Israël se sentirait intouchable. Or, ce qui s'est passé le 7 octobre a montré qu'Israël n'était pas intouchable. Julien, lui, est aide-soignant et regarde ça, et dans l'Essonne, et regarde ça avec distance, mais en même temps avec préoccupation, mais aussi grand intérêt. Julien, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous ? Eh ben, ça va très bien, mon cher Julien. Vous êtes auditeur de Sud Radio, Julien ? Tout à fait, depuis très longtemps maintenant. Bon, bah écoutez, ça me fait plaisir de vous accueillir sur l'antenne. Julien, qu'est-ce que vous aviez envie de dire ? Eh bien, moi, j'ai envie de dire que la situation est préoccupante parce qu'en fait, le problème de la France, c'est qu'elle est assise sur une poudrière. Avoir voulu faire le vivre ensemble pendant 30 ans, qui a été un échec malheureusement qu'on constate aujourd'hui, on est en fait à un problème. On est sur des bases communautaristes très profondes en France, qui font que si la situation dégénère, elle risque déjà de dégénérer chez nous, et qu'on n'a déjà pas les moyens de la gérer chez nous. Alors, pour aller s'amuser à la gérer à l'étranger, c'est encore autre chose. Enfin, on voit que la France a été chassée de tous les pays africains. C'est pas innocent, hein, c'est qu'on constate vraiment la déchéance de la France au niveau international. Mais peut-être que la France a été chassée des pays africains parce qu'il y a aujourd'hui un sentiment dans les pays africains peut-être de revanche après la colonisation. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais... Puis la France est devenue bouc émissaire, c'est vrai, dans certains pays d'Afrique. Pas tous, mais certains pays d'Afrique, c'est une réalité. Oui. C'est tout à fait c'est qu'on constate l'échec de la colonisation, on constate les méfaits de la colonisation et on constate que la France continue à appuyer son soutien pour un pays qui colonise massivement un autre pays. Donc en fait, le problème est toujours là. C'est qu'en fait, tant qu'on n'aura pas compris que coloniser les autres pays et aller à l'encontre de la souveraineté d'un pays est un acte criminel, est un acte qui ne se termine jamais bien, tant qu'on ne comprend pas des leçons de l'histoire, on continuera toujours à manger comme ça l'a toujours été. Et je comprends ce que vous voulez dire, Julien, ce qui est assez juste. Arnaud Benedetti, c'est... Oui, enfin, sauf que la colonisation s'est arrêtée en 1962, il faut le rappeler, oui, et qu'il y a quand même des décennies qui sont passées, et que nous avons accordé l'indépendance à l'Algérie et à tous les pays qui constituaient l'empire colonial. Oui. Mais par contre, je partage la remarque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que la France est très isolée, notamment dans les zones où elle avait une influence qui était une influence importante. Il faut se poser les questions pour les raisons, sur les raisons de cet isolement. D'abord, on assiste à un mouvement qui touche la France, mais qui touche l'ensemble des pays d'Occident, qui est ce que l'on appelle la désoccidentalisation du monde. Et on l'a vu durant la guerre en Ukraine, parce que finalement, les positions qui sont les positions occidentales de soutien à l'Ukraine, qui sont tout à fait légitimes, ne sont pas comprises par une grande partie du monde, et notamment par la plupart des pays africains. Je voudrais rappeler aussi au passage, c'est une parenthèse, qu'Israël n'a jamais voté contre, aux Nations Unies, contre l'intervention russe, l'invasion russe de l'Ukraine. Je voudrais quand même le rappeler. Et non seulement Israël a essayé d'avoir une position qui était plus ou moins équidistante, mais aussi a pris des initiatives. Il faut s'en souvenir au tout début du conflit pour essayer de trouver une voie diplomatique à la solution de ce conflit, comme d'autres puissances régionales, la Turquie aussi, entre autres. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que l'affaiblissement de la France, il vient de loin sur la scène internationale, mais qu'il y a une sorte d'accélération d'une certaine manière, avec Emmanuel Macron, pour des raisons qui sont peut-être liées au fait que parfois les initiatives qu'il a pu prendre, notamment en Afrique, ont créé une sorte de courroux parmi un certain nombre de chefs d'État africains. Je pense notamment quand il essaye de faire un sommet franco-africain où il va passer au-dessus de la tête des chefs d'État africains et dialoguer directement avec la société civile. Ce qui part plutôt d'un bon sentiment pour faire vivre la démocratie. Il est important de discuter avec la société civile. Mais les chefs d'État africains ne l'entendent pas ainsi. Oui, mais l'intervention de la France en Libye, ça n'a pas été une réussite. Alors l'intervention, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'intervention de la France en Libye a vraisemblablement déconsidéré et délégitimé les positions de la France, notamment dans le monde arabe, mais également en Afrique, puisque on a eu le sentiment qu'on s'alignait sur des positions qui étaient des positions américaines. Et la politique de la France a toujours été quand même une politique qui était certes solidaire du monde occidental, mais avec une voix qui était une voix distincte. Alors le monde occidental étant très discuté aujourd'hui, la France est évidemment
faisant partie de ce monde occidental, qu'on le veuille ou non. La France est évidemment très discutée, sa position est évidemment très discutée. Elle avait une voix singulière. Elle avait une voix dans singulière, le monde. On a perdu cette voix singulière. Oui, mais si vous voulez, le principe de la diplomatie, on revient au général de Gaulle, mais il faut toujours revenir au père fondateur. Le principe de la diplomatie du général de Gaulle, c'était l'équidistance. C'est-à-dire essayer d'avoir une position d'équilibre. C'est ce qu'il essayait d'avoir au moment de la guerre froide. Et finalement, on se rend compte. Alors le monde a changé, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit depuis 1989. Mais malgré tout, aujourd'hui, il semblerait que cette voix ne puisse plus porter. Et si elle ne porte plus, c'est qu'on est considéré comme nous alignant en permanence sur les positions américaines. C'était quand même presque plus facile avec deux blocs qui se faisaient face. Complètement. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, le monde multipolaire est devenu un monde beaucoup plus dangereux, mais où la France avait un savoir-faire. Et la France avait un savoir-faire justement hérité de cette histoire coloniale dont on vient de parler. Et les diplomates avec lesquels vous parlez aujourd'hui, d'ailleurs, considèrent que ce savoir-faire est bradé. La suppression du corps diplomatique, des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères en 2022 a créé quand même une onde de choc au Quai d'Orsay, ce qui montre quand même quelque part que on a des outils, mais qu'on ne les utilise pas. Oui, Julien voulait ajouter quelque chose. Non, c'est assez cohérent. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on fait face à ce retour de bâton. Vous savez, quand un jeune enfant est agressé par un groupe et quand il se retrouve avec une arme et qu'il le met en position de revanche, eh bien, il se met à faire exactement ce qu'il subissait. Et en fait, tant qu'on n'essaye pas d'arrêter cette spirale-là, on s'en sortira jamais. Moi, ce que je vois, ce que je constate, c'est que Gaza ressemble étrangement au ghetto de Varsovie. Enfin, c'est un peu le monde à l'envers. Ce que vous dites est vrai, Julien. J'ajouterais quand même une dimension religieuse, avec la volonté, mais du Hamas, donc de certains Palestiniens, d'éradiquer totalement Israël et de tuer les Juifs. C'est dans la charte du Hamas. C'est dans la charte du Hamas, tout comme il y a une volonté religieuse à reconquérir l'intégralité d'Israël pour les colons, pour les colonies, pour les ultra-orthodoxes. Donc mais c'est pas une raison. Non, mais vous avez raison. Des deux côtés, c'est une notion religieuse. Les extrémistes religieux, ne souhaitent qu'une chose, c'est la mort de l'autre. Oui, et la laïcité a été mise en place uniquement pour ça. C'est que l'idée même de la laïcité, c'est de dire que la religion étant propre à un groupe et pas à un autre, on ne peut pas se servir de cette base-là pour travailler ensemble. Donc il faut mettre de côté ces religions-là, ces idées-là, et se dire, ok, c'est mon idée à moi, elle ne m'intéresse que moi, elle n'intéresse pas les autres. Il faut arrêter de mettre sur le plan politique des idées religieuses. C'est tant qu'on continuera à avoir ça, je suis d'accord. Cette politique-là, cette idée-là, se te dit, mais non, mais Dieu a dit, Dieu a dit, pardon, mais pour certains, l'islam est une religion de conquête politique. Ah oui, non, mais complètement. Mais je suis le premier à blâmer les frères musulmans en France. Il n'y a aucun problème de ce côté. Et comme je dis toujours, je préfère avoir un voisin d'origine juive, puisqu'on est sur la même idéologie, puisqu'on est sur une culture judéo-chrétienne tous les deux. Donc on a plus facilement à vivre ensemble que de vivre avec un musulman qui n'aura pas la même politique, le même désirata et le même regard sur la façon de vivre ensemble. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ça n'empêche pas que je ne vais pas pour autant baisser les bras et dire non, mais Israël est blanc comme neige, Israël est innocent, Israël n'a aucun reproche à se faire. Non, ils sont les premiers à avoir des reproches, puisque déjà de base, avant que les Anglais leur donnent la moitié de l'Israël, déjà le découpage a été fait de manière très favorable à Israël. On leur a donné un doigt et ils veulent manger la main maintenant. Et il y a un moment, il faut arrêter. On leur a donné un territoire et qu'ils arrivent ils ont pas le morceau le plus dégueulasse du territoire. On va pas se mentir. Eh bien, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent aussi d'en vouloir toujours plus. Ils ont déjà eu plus que de raisons et déjà c'était très compliqué, déjà politiquement à l'époque, de trouver un accord pour que les Palestiniens qui ont été délaissés de leur terrain trouvent un compromis, et plutôt que de dépenser des milliards en armement pour se défendre et se battre et aller à la guerre, ils auraient mieux fait de défendre des millions à organiser une vie à deux États distincts. Ça aurait coûté moins cher en État, en hommes et en argent. Donc, merci Julien, merci à vous pour cette... Julien, dites-moi, Bénédicte, que vouliez-vous dire de plus? Non, juste, je crois que, si vous voulez, ce qui a changé dans l'histoire de la cause palestinienne, c'est que la cause palestinienne était une cause, quand c'était le Fatah ou l'OLP, qui était laïque. Autant que l'on puisse être laïque dans des cultures d'ère musulmane. Le grand changement
malheureusement aujourd'hui, c'est que l'avant-garde de la cause palestinienne, c'est le Hamas. Et le Hamas, c'est un mouvement islamiste, c'est un mouvement totalitaire et c'est un mouvement terroriste. Ce qui change aussi la nature du combat des Palestiniens, ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser problème dans le soutien que peuvent apporter un certain nombre de forces politiques en France à cette cause palestinienne à travers le Hamas. Parce que la gauche a soutenu historiquement la cause palestinienne. Sauf qu'elle soutenait une cause palestinienne qui était une cause palestinienne, il faut s'en souvenir, et qui était une cause palestinienne essentiellement laïque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec le Hamas. Merci beaucoup. Merci à vous, Arnaud Benedetti. C'était passionnant. C'est passionnant d'ailleurs de réfléchir à toutes ces questions-là. Vous restez sur Sud Radio, évidemment. Vous restez sur Sud Radio pour, après les informations, retrouver Christine Bouillot, l'émission de Christine Bouillot sur les médias. Juste après les infos, il est 9h57.